pourquoi éditer des textes en philosophie médiévale pourrait être aussi plaidoyer pour l'édition des textes. La philosophie médiévale, comme son nom l'indique, se rattache institutionnellement au domaine de la philosophie, c'est-à-dire une discipline analytique, interprétative, qui porte sur l'étude des doctrines et des systèmes de pensée de l'Antiquité à la période contemporaine. Si l'on suit cette définition, la philosophie médiévale devrait donc étudier les systèmes de pensée du Moyen-Âge. Le conditionnel que j'ai employé traduit toutefois tous les problèmes qui sont sous-jacents à cette affirmation. Je ne reviendrai pas forcément sur ces différents problèmes que l'on connaît bien, ceux, par exemple, de la délimitation de la période historique du Moyen-Âge, 476 pour son début avec la chute de Rome, 1492 pour la fin. Dans ce cas-là, que doit-on faire des derniers auteurs néoplatoniciens ou les classe-t-on dans l'Antiquité, dans la période médiévale? Tout ceci, ce sont des problèmes que l'on a déjà suffisamment discutés. De même, le problème de la délimitation de l'objet philosophique durant la période médiévale a aussi été étudié. Ces problèmes sont, qu'appelle-t-on, un texte de philosophie à cette époque? Comment différencie-t-on la philosophie de la théologie? Tous ces problèmes sont courants en philosophie médiévale, mais ce ne sont pas vraiment ceux-là qui m'intéressent. Il me semble en fait que ces problèmes épistémologiques tiennent surtout au problème de la légitimité de la philosophie médiévale. On ne demande pas à la philosophie dite moderne de justifier son objet d'étude ou sa datation. On ne remet jamais en cause la légitimité de Descartes à parler de Dieu, de l'âme, alors que ces mêmes thèmes semblent poser problème pour la période médiévale. Cet incessant questionnement que l'on attend de la philosophie médiévale tient en quelque sorte à sa nouveauté institutionnelle. En effet, les chaires de philosophie médiévale sont peu nombreuses en France, contrairement à d'autres pays. Peu d'universités peuvent se targuer d'avoir dans leur UFR des enseignants en philosophie médiévale et des étudiants cette discipline-là. À l'inverse, les instituts universitaires catholiques possèdent tous leur chaire de philosophie médiévale et des étudiants qui sont formés à ce domaine. Et c'est là que se situe le problème. La reconnaissance universitaire toute récente de la philosophie médiévale, que l'on peut dater de la fin des années 70, lui cause encore du tort. Pourtant, à l'inverse, on note en même temps une entrée plus massive des auteurs médiévaux dans les listes d'auteurs à étudier dans l'enseignement secondaire. Comment expliquer cela? La philosophie médiévale a longtemps souffert de l'obscurantisme lié au Moyen-Âge que l'histoire, à l'inverse, a su dépasser aisément. La religion a été décrite en philosophie médiévale comme l'obstacle à la réalisation d'une pensée autonome. De même, les formes scolaires de la dispute ont par exemple été décrites comme l'imposition d'un carcan rigide qui empêcherait toute pensée personnelle. Si l'on regarde à l'heure actuelle un manuel de vulgarisation philosophique à l'usage des étudiants de premier cycle, on peut trouver cette phrase assez marquante: « Entre Aristote et Descartes, rien de nouveau pendant 1000 ans ». Les esprits se seraient donc endormis pendant le Moyen-Âge, attendant le doux réveil de la philosophie moderne. On a en effet accusé la forme scolaire de la pensée médiévale de produire une pensée se limitant à des listes d'autorités uniquement. Or, cette image d'Épinal a empêché de voir que le cadre rigide de la question disputée à l'université n'empêchait nullement la formation d'une pensée personnelle. À l'inverse, les dissertations des auteurs du XVIIIe siècle ne sont pas du tout jugées comme des textes uniquement scolaires, répétant des autorités, mais sont décrits comme des témoins de la pensée de ces mêmes auteurs. Pourquoi ne pas avoir donc le même jugement sur la période médiévale? Ce tableau relativement sombre que je viens de dresser doit être cependant modéré. En effet, quelques tentatives d'exploration de la philosophie médiévale ont eu lieu. Cependant, celles-ci se sont réduites à l'étude de quelques figures tutélaires et emblématiques censées représenter en elles-mêmes 1000 ans d'histoire. Je vais donner quelques exemples. La figure problématique d'Augustin d'Hippone, problématique parce qu'on ne sait pas toujours si c'est un auteur antique, un auteur médiéval, a par exemple représente par exemple l'incarnation du début de la philosophie médiévale. De même, après Augustin, on passe en général à Anselme de Cantorbéry,
et à sa preuve de l'existence de Dieu, puis à Thomas d'Aquin, et enfin à ses successeurs qui se sont opposés à lui, soit Guillaume d'Occam et Duns Scotus. Le problème est que chacune de ces figures semble n'émerger de nulle part et doit pourtant incarner son siècle propre. Y compris chez des médiévistes célèbres, qui ont réalisé de nombreux ouvrages et des études très sérieuses, on lit encore que le XIIIe siècle est par exemple le siècle de Thomas d'Aquin. Cette vision biaisée de la philosophie médiévale tient au fait qu'elle possède peu de documentation accessible. Cette affirmation est peut-être surprenante, elle doit être interprétée. En effet, outre les figures tutélaires que je viens de mentionner, et qui ont souvent fait l'objet de travaux de la part des religieux du XIXe siècle et du début du XXe siècle, les textes médiévaux ne sont que difficilement abordables pour la plupart des étudiants en philosophie actuels. Ils sont la plupart du temps sous forme manuscrite et en latin. À l'heure de la réduction de l'enseignement des langues anciennes, l'absence de traduction pose problème, puisqu'elle cantonne les travaux universitaires des étudiants désireux de découvrir la philosophie médiévale, mais ne maîtrisant pas le latin, elle les cantonne donc à l'étude de ces figures tutélaires que j'ai évoquées. Ce qui me semble toutefois plus gênant, c'est l'absence de toute formation aux disciplines techniques d'édition au sein des UFR de philosophie, puisque ceci renforce le manque de visibilité de la philosophie médiévale. Alors que la paléographie est un des enseignements du cursus de l'historien du Moyen-Âge, la philosophie ne propose aucune formation dans ce domaine. Le nombre de textes offerts à l'étude pour les philosophes reste ainsi restreint, s'ils ne font pas l'effort de partir vers une autre discipline qu'est l'histoire. Or, partir vers l'histoire, institutionnellement, c'est abandonner la philosophie. Ceci est peut-être anecdotique. Le problème essentiel est, à mon avis, que la paléographie et le latin enseignés dans les cursus d'histoire ne sont absolument pas ceux qui sont utilisés dans les textes de philosophie médiévale. Les textes de philosophie constituent un type documentaire bien à part. Ils ne présentent aucun lien avec les textes de diplomatique, par exemple, auxquels sont confrontés les historiens. Les formules latines utilisées, le vocabulaire lui sont aussi propres et ne correspondent donc pas à ceux qui sont en usage dans une charte ou un acte notarié auxquels les historiens sont plus souvent confrontés. L'enseignement n'est donc pas forcément adapté à l'approche de ces différents textes. De même, éditer un texte de philosophie médiévale, c'est en soi faire un travail souvent réservé aux historiens, puisque, je n'ai pas besoin de vous en convaincre, éditer n'est pas que s'attacher au texte matériel lui-même, mais aussi à son contexte de rédaction, de copie, de transmission. C'est donc aborder des problèmes d'histoire de la réception. Or, cela semble poser problème lorsque cela se déroule au sein de la discipline philosophique. En fait, si je résume tout cela, on peut voir que la philosophie médiévale est ainsi le seul domaine de la philosophie à qui l'on demande de justifier sa portée philosophique, de se démarquer clairement de l'histoire intellectuelle ou de l'histoire des idées. Les débats à ce sujet sont nombreux. Le problème paraît donc insoluble. La philosophie médiévale, pour acquérir sa légitimité, doit agrandir son champ d'étude et ne pas se restreindre à des figures tutélaires et caricaturées. Mais pour cela, elle doit emprunter ses méthodes et ses questionnements en partie à une autre discipline. Un des problèmes de la légitimité institutionnelle de la philosophie médiévale tient aussi au fait qu'elle a longtemps été rattachée à l'étude de la théologie. La plupart des auteurs étant des membres du clergé, le plus souvent réguliers mais parfois aussi séculiers, ils ont pour nombre d'entre eux été d'abord étudiés au sein de leur ordre. Ceci est particulièrement net avec la figure de Thomas d'Aquin, par exemple. Dès sa mort en 1274, l'ordre dominicain auquel il appartenait demande de promouvoir sa figure et base l'étude des frères sur l'enseignement de Thomas. Ce dernier devient ensuite docteur de l'Église, beaucoup plus tard, et encore plus tard, le pape Léon XIII au XIXe siècle met en place une commission chargée de l'édition officielle de ses œuvres, toujours active aujourd'hui, la commission léonine. Les auteurs médiévaux ont donc d'abord été l'apanage des religieux,
qui en ont fait leur objet d'étude et se sont chargés d'éditer leurs textes, comme par exemple la commission léonine dont je viens de parler ou le groupe des franciscains de Grottaferrata. L'intérêt pour les auteurs médiévaux s'est donc fait avant tout d'un point de vue religieux et théologique. Ces premières études sur les auteurs, qui, disons-le clairement, ont aussi permis de mettre au jour de nombreux auteurs, ont eu l'intérêt de mettre à disposition, théoriquement, les textes pour des étudiants. Cependant, le cadre dans lequel l'étude de ces auteurs s'est effectuée, c'est-à-dire souvent celui d'un enseignement confessionnel, a en même temps restreint énormément l'accès à ces textes et a biaisé leur approche. Je prendrai en exemple une des grandes figures de la philosophie médiévale, Étienne Gilson. Enseignant à l'EPHE, il était, lui, un laïc, mais dans son enseignement, il a avant tout cherché à montrer comment la philosophie médiévale incarnait l'esprit du christianisme et comment la figure de Thomas d'Aquin était l'illustration parfaite de cette alliance. Proche des milieux catholiques, il cherchait avant tout à réaliser une lecture chrétienne de Thomas d'Aquin en accord avec ses propres convictions. La philosophie médiévale a donc été considérée du point de vue religieux pendant très longtemps. Le renouveau des années 1970 a permis de quitter cette approche et de porter un regard nouveau sur cette discipline. Un regard à la fois historique, en montrant comment elle s'inscrivait dans l'étude des mentalités ou l'étude des institutions scolaires qui se réalisaient chez les historiens en parallèle, et un regard aussi philosophique. On a commencé à voir, ou à montrer plutôt, que ces auteurs, soi-disant scolaires, possédaient tout de même des pensées propres et développaient des notions importantes. De nombreux liens ont par exemple été réalisés entre les philosophes médiévaux et les philosophes analytiques, montrant ainsi l'intérêt conceptuel des textes du Moyen-Âge. Le champ d'investigation de ce domaine s'est donc accru. De nouveaux auteurs que l'on n'avait jusqu'ici pas retenus car ils ne participaient pas de la mouvance intellectuelle de Thomas d'Aquin, par exemple, donc de nouveaux auteurs ont été redécouverts. Je pense par exemple à la figure du dominicain allemand Dietrich de Freiberg. Contemporain de Thomas d'Aquin, il a très souvent été dénigré puisqu'il s'opposait à lui. Un médiéviste comme Étienne Gilson a par exemple décrété qu'il s'agissait d'un auteur totalement inutile puisqu'il n'avait pas compris la grande révolution conceptuelle qu'avait effectuée Thomas d'Aquin. Ces œuvres à Dietrich de Freiberg ont été éditées à la fin des années 70 et on a commencé à voir qu'il y avait là en fait un champ d'investigation relativement important puisque cela montrait qu'il y avait non seulement des concepts étudiés de manière différente parallèlement à Thomas d'Aquin, et cela a permis de montrer aussi qu'il y avait une figure dissidente à cette figure tutélaire à qui l'on faisait incarner le XIIIe siècle jusqu'ici. C'est donc dans ce mouvement d'approfondissement du champ de la philosophie médiévale et en même temps d'ouverture à un public plus large qu'il me semble nécessaire de promouvoir et de développer l'édition des textes en philosophie médiévale. C'est dans ce but, vous vous en doutez bien, que s'inscrivent les travaux que je mène pour mon post-doc au sein du LabEx Aztec. Je travaille en effet à une édition du commentaire du correctoire de Frère Thomas de Guillaume de Lamarre. Ce texte, relativement inconnu, ne vous inquiétez pas, correspond en fait à une centaine de thèses extraites des œuvres de Thomas d'Aquin et jugées erronées. Ce texte, cette compilation a été effectuée par un franciscain anglais aux alentours de 1279. Il a relevé dans les œuvres de Thomas qu'il avait lues donc une centaine de thèses. Il montre le problème de chacune de ces thèses et il propose des corrections. Ce texte a été composé dans un moment relativement critique. En effet, Thomas d'Aquin est mort en 1274 et même si sa mémoire a été saluée immédiatement, des reproches à l'encontre de sa doctrine ont aussi émergé à la même époque. La condamnation de thèse soutenue à l'Université de Paris par l'évêque Étienne Tempier en 1277 s'inspire parfois de textes de Thomas d'Aquin. Cela a jeté des doutes sur sa doctrine. La même année en Angleterre, des thèses, cette fois véritablement extraites de l'œuvre de Thomas d'Aquin, ont été condamnées. L'ouvrage sur lequel je travaille, l'ouvrage de Guillaume de Lamarre, bien qu'il soit en fait sans préambule et ne permette donc pas d'éclaircir les intentions de l'auteur, ce texte s'inscrit tout de même dans un contexte de remise en cause.
Il acquiert cependant une dimension institutionnelle très importante, puisque le chapitre franciscain de Strasbourg de 1282 en fait un instrument de travail officiel au sein de l'ordre franciscain. Il décrète en effet que les œuvres de Thomas d'Aquin ne pourront plus être remises qu'aux frères possédant un certain degré d'études, et surtout elles devront être remises avec le texte de Guillaume de la Mare, qui relève les erreurs de la doctrine de Thomas. Cette décision entraîne immédiatement des réactions chez les dominicains, puisque 4 réponses seront réalisées à l'ouvrage de Guillaume de la Mare dans les années 1280. Pourquoi éditer un tel texte ? Tout simplement parce qu'il est important pour comprendre la lecture de Thomas d'Aquin au sein de l'œuvre des franciscains, mais aussi parce qu'il est important pour voir comment la réception de la doctrine de Thomas ne se fait pas de manière unilatérale au XIIIe siècle. Le mystère est que ce texte, pourtant connu au sein des médiévistes, n'a jamais été édité. Les réponses effectuées par les frères dominicains au correctoire de Guillaume de la Mare ont été éditées par des dominicains, justement, afin de montrer comment les frères de l'ordre avaient défendu la figure de Thomas lorsqu'elle se trouvait attaquée. Le texte de Guillaume de la Mare, qui est pourtant déclencheur d'une polémique, n'est lu accessible que par la réponse faite par les dominicains. C'est donc l'édition de ce texte dans ces 2 rédactions, puisqu'il y a eu 2 versions, que je souhaite réaliser. La réalisation d'un tel travail permettra de voir quels sont les points doctrinaux de Thomas d'Aquin qui sont discutés et qui doivent entraîner des précisions, voire des redéfinitions conceptuelles chez ses successeurs. Mais le but ultime est surtout de montrer dans quelle mesure les thèses philosophiques de la fin du XIIIe siècle sont plus variées que ce que l'on pensait et qu'il n'y a pas de figure qui représente à elle-même tout un siècle. J'espère vous avoir convaincu de l'utilité, voire de la nécessité des éditions de textes pour le développement de la philosophie médiévale. Je vous remercie.